Bonjour Éric Coquerel. Bonjour Jean-Michel Apathy. Vous êtes député La France Insoumise, élu en Seine-Saint-Denis. Vous venez de publier un livre, Lâchez-nous la dette, aux éditions de l'Atelier. Lâchez-nous la dette, on ne va pas en parler beaucoup, mais juste comme ça, parce qu'il ne faut pas rembourser la dette. Surtout la dette Covid, voilà, qu'on possède nous-mêmes avec la Banque de France, et on ferait mieux de ne pas se la traîner comme un boulet dans les années à venir avec des politiques d'austérité. Bon, donc je renvoie tous ceux qui s'intéressent au problème de la dette à votre livre. Lâchez-nous la dette. Vous le voyez comme nous, hein, là, le variant Omicron est en train de tout submerger à une vitesse qui surprend tous les spécialistes. Comment vous regardez cette situation ? Déjà, je suis un peu étonné que ça surprenne tous les spécialistes. D'ailleurs, ça ne surprend pas tous les spécialistes. Parce qu'il y a des spécialistes qui annoncent depuis longtemps qu'à chaque fois qu'un variant démarre sur une partie de la planète, ça arrive immanquablement dans notre pays. C'est la vitesse de circulation, oui, la capacité de contamination de ce virus qui surprend. Visiblement. Oui, enfin, ça surprend que ceux qui ne seront pas prêts, notamment le gouvernement. Non, écoutez, à chaque fois qu'il y a eu un variant, vous remarquerez, ça a été annoncé. Bon, la réaction du gouvernement, notamment... Enfin, vous parlez de spécialistes, vous ne parlez pas du gouvernement, mais moi je vais parler du gouvernement, c'est eux qui font une politique. Ça a été toujours à peu près la même chose. On va essayer de limiter les dégâts, etc. Et ça arrive immanquablement avec la circulation qu'on connaît au niveau mondial. Donc voilà, c'est... Vous diriez que le gouvernement aujourd'hui a un temps de retard ? Il a eu un temps de retard, ça fait maintenant 2 ans qu'il a un temps de retard. Alors le premier temps de retard, on pouvait l'excuser. D'accord, on pouvait se dire, OK, ils ont un temps de retard, même si déjà leur politique d'austérité à l'hôpital avait largement accéléré la crise. Mais là, depuis 2 ans, ils auraient eu le temps d'anticiper. Là, par exemple, j'apprends qu'il n'y a pas assez d'autotests. Il y a une pénurie d'autotests. Enfin, comment ça se fait qu'il y a une pénurie d'autotests alors même qu'on avait une 4e vague Delta qui était déjà là et que la 5e frappait à notre porte puisqu'elle était de l'autre côté de la Manche et qu'on sait que maintenant quelque chose qui est de l'autre côté de la Manche arrive facilement ici. Donc tout ça, c'est un gouvernement qui manque d'anticipation, d'organisation, et on va y venir sûrement, mais qui prend en plus des mesures dangereuses. Des mesures dangereuses, oui, alors ça on va y venir parce que mon schéma d'interview est un peu différent, mais mesures dangereuses, je retiens. Conseil des ministres exceptionnel lundi, et on dit probablement des restrictions de déplacement pour les individus, une alerte pour la soirée du 1er janvier. Alors, puisqu'ils ont un temps de retard, même s'ils s'y mettent tard, des mesures comme ça vous paraissent souhaitables ? Mais non, c'est pas souhaitable. Enfin, en tout cas, les mesures qui restreignent les libertés, ce n'est plus souhaitable. Mais moi, excusez-moi, mais je voudrais prendre globalement le problème, parce que le Conseil des ministres nous annonce déjà, surtout avant tout, que le 29 décembre, devant la commission des lois de l'Assemblée, passera une proposition pour un pass vaccinal. On va en parler, si vous voulez bien. D'accord, mais c'est par là qu'il faut partir. Peut-être pas, non. Pas. Des mesures, parce que le problème, c'est de limiter la circulation du virus. Comment limiter la circulation du virus sans limiter la capacité de déplacement des individus ? Eh bien déjà, par exemple, vous prenez comme première mesure de rendre à nouveau tous les tests gratuits, qu'on soit vacciné ou pas, parce que la première manière de prévenir le virus, c'est d'abord de se tester. Rappelez-vous, tester, tracer, etc. Bon. Donc testons d'abord pour tout le monde, premièrement. Deuxièmement, ce qu'on n'a jamais fait dans ce pays, c'est permettre aux gens qui sont malades de s'isoler matériellement. Ça n'a pas été fait. Je ne dis pas les obliger, mais leur permettre. Depuis 2 ans, moi je réclame... S'isoler, pardon, j'ai pas compris. Par exemple, vous êtes malade, vous avez le virus, vous habitez dans un appartement avec votre famille, il y a beaucoup de gens. On vous propose, par exemple, on réquisitionne un hôtel ou n'importe quel bâtiment et on vous propose des lieux médicalisés où vous allez pouvoir vous isoler. On ne vous contraint pas, mais on vous le propose. Moi, je suis sûr que je vois en Seine-Saint-Denis, par exemple, département où il y a beaucoup de monde qui habite dans des appartements nombreux, etc. Je pense que c'est des mesures qui auraient pu être prises avant. Enfin, hier, il y avait 83 000 personnes contaminées. Enfin, avant-hier, et donc on loge 83 000 personnes. Bien sûr. Mais, qu'est-ce qui vous gêne si on dit qu'il y a un couvre-feu, par exemple ? Il y en a dans plusieurs pays d'Europe, Pays-Bas, Irlande. Les couvre-feux, vous ? Mais bien sûr que ça me gêne, mais si c'est pour permettre de ralentir la circulation du virus. Ce qui me gêne par rapport à ça, c'est à partir du moment où on prend des mesures d'exception, sans arrêt, de manière permanente. Parce qu'à partir du moment où on prend des mesures d'exception, on passe dans un état d'exception. Et que l'état d'exception, c'est une problématique vis-à-vis de l'état de droit. C'est ça que je reproche. C'est pas un peu intellectuel, ça ?
Le virus, il s'en moque. L'état de droit, vous trouvez ça intellectuel? Ça vous m'inquiète. Non, mais votre argument, vous croyez plus enclin à écouter les Lumières depuis 2 siècles qu'à trouver ça intellectuel. Non, mais le virus, il s'en moque de l'état de droit ou pas. Non, il ne faut pas jamais se dire ça. Vous savez, la guerre de 14-18, vous pouvez se dire, dans ces cas-là, il y a une guerre, on s'en moque, n'empêche l'Assemblée nationale à continuer à fonctionner. Je ne vois pas le rapport. Moi, je vais vous expliquer. Ah si, moi je veux le rapport, puisque le chef de l'État a expliqué qu'on était en guerre. Rappelez-vous, il y a 2 ans. Je pense que les propos étaient... On parle d'un virus. Le chef de l'État a expliqué qu'on était en guerre, qu'on avait affaire à une agression extérieure, etc. C'est pas moi qui ai mis ces mots dans le champ politique, c'est Emmanuel Macron. Donc si on est en guerre, ou si en tout cas on a affaire à un danger extérieur, moi, il m'importe que, dans le même temps, il n'y ait pas des conséquences par rapport à notre façon de vivre, à notre démocratie. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, ce gouvernement, pas à pas, nous habitue à des choses qui sont qui enfreignent l'état de droit de manière évidente. Je vous donne 3 exemples. Concentration des pouvoirs comme jamais on l'a eu depuis dans la Ve République, avec maintenant un Conseil de défense, et même plus le gouvernement qui prend des mesures. L'Assemblée est une chambre d'enregistrement, donc premier problème. Deuxième problème. L'état de droit, c'est quoi? C'est le fait que la liberté, c'est un principe, et se priver de la liberté, c'est une exception. Regardez ce qui est en train de se passer, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est en train de nous priver de liberté, d'habituer même les Français à se priver de liberté. Est-ce que c'est proportionnel, le pass vaccinal qui va être proposé? Est-ce que, par exemple, on pense que quelqu'un qui a son pass vaccinal à l'entrée d'un lieu nous met plus en sécurité que quelqu'un, par exemple, qui pratiquerait un autotest pour rentrer dans ce même lieu? Non, bien sûr que non. On sait que malheureusement, face en plus aux nouveaux variants, le vaccin ne protège de la transmission que de manière très très incomplète. Donc on prend pourtant une mesure qui est celle de contrôle, de surveillance généralisée, de privation de liberté. Ça, c'est des choses... Mais quand vous dites habituer à se priver de liberté, c'est un calcul? C'est une volonté? On entend ça quelquefois. Je ne pense pas que ça soit un calcul. Non, c'est pas un calcul. Simplement, ce gouvernement... C'est pas une obligation dans la situation sanitaire? Non, je pense qu'il y a d'autres méthodes, il y a d'autres manières de faire que d'avoir des doses de rappel successives, et que ces doses de rappel successives deviennent une obligation vaccinale de fait avec le pass vaccinal, et qu'on rentre dans une société... Enfin, je sais pas. Vous, ça vous est égal maintenant qu'on envisage même que les restaurateurs vérifient votre identité pour avoir le droit à telle ou telle activité sociale. C'est parce qu'il y a des fraudes au pass sanitaire. Non, mais d'accord, mais ça vous pose pas de problème de donner un QR code, de donner... Mais tout pose problème. Non, tout ne pose pas de problème. Si, tout pose problème. Vous voyez, vous commencez à banaliser... Les restrictions de liberté posent problème. Vous commencez à banaliser des restrictions de liberté. C'est ça le problème. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La liberté dans notre état de droit, c'est un principe. S'en priver doit être une exception. Est-ce que là, par exemple, il est nécessaire vis-à-vis du virus et qu'il n'y a pas d'autre solution que celui d'un pass vaccinal obligatoire? Moi, je vous réponds oui. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui vous réponds oui, même d'un point de vue médical. Vous avez vu comme moi le directeur général de l'OMS. Sa déclaration, elle est très claire. Aucun pays ne peut se sortir de la pandémie à coup de doses de rappel. Et il explique pourquoi. C'est une déclaration ambiguë, ça. Non. À coup de doses de rappel, il veut dire qu'il faudra en plus prendre des mesures qui restreindront la liberté de déplacement. Pas du tout. Je cite sa phrase in extenso. Des programmes de généralisation de rappel sans discernement ont toutes les chances de prolonger la pandémie plutôt que d'y mettre fin en détournant les doses disponibles vers les pays qui ont des taux de vaccination élevés, offrant ainsi au virus plus de possibilités de se répandre et de muter. C'est lui qui le dit. Et je vous fais remarquer que l'OMS, à l'inverse du gouvernement, il ne s'est pas trop planté depuis le départ. Eux, ils trouvaient que le masque était obligatoire dès le départ, pendant que M. Véran, parce qu'il n'y avait pas de masque, nous disait que ce n'était pas grave, on pouvait s'en passer. Pourquoi l'OMS dit ça? Parce qu'on a affaire à une pandémie qui est mondiale. Oui. Tant qu'on n'aura pas réduit dans les pays, notamment du Sud, le fait qu'il y ait une telle inégalité dans l'accès au vaccin, eh bien, les variants vont remonter. Donc, qu'est-ce que dit le directeur général de l'OMS? Il dit que les pays où on se... Attendez, laissez-moi terminer, parce que ça, c'est important. Où on se survaccine, où on estime même que, par exemple, des jeunes de 5 à 15 ans, qui n'ont aucune chance, quasiment aucune chance d'être malades gravement, doivent se vacciner, eh bien, à un moment donné, il y a un vase communicant qui fait qu'ailleurs, on n'a pas assez de vaccins. Donc, prenons une première mesure. Battons-nous pour le brevet libre, pour faire en sorte qu'on se vaccine partout dans le monde de manière équitable. Comment ? Moi, je ne vous parle pas du brevet libre, je vous parle de 100 000 contaminations par jour en France. Jean-Michel Apathy, je vous annonce une autre chose. Il y aura bientôt une 6e vague. Donc on va continuer comme ça, de manière permanente, à faire des rappels, des obligations vaccinales, des passes sanitaires, des passes vaccinales pour avoir le droit à des activités sociales? Ou est-ce qu'on va essayer enfin d'aborder de manière rationnelle la question? De manière rationnelle la question, c'est, je vous dis,
d'abord de faire en sorte d'avoir un brevet libre pour faire en sorte qu'on se vaccine de manière équitable. D'abord les populations à risque dans tous les pays du monde de façon à ce que le virus ne remonte pas. Deuxième situation, c'est le fait qu'on continue à pouvoir se tester gratuitement, avoir des masques gratuits, avoir des purificateurs d'air partout, avoir une société en roulement. J'ai vu que maintenant, j'ai vu avec plaisir, j'entendais hier le responsable des DRH au niveau national qui commence à dire ça serait peut-être bien de faire ce que nous disons depuis 2 ans, organisons une société en roulement. On est survacciné, les libertés publiques sont... enfin, je comprends que la critique est assez radicale, vous n'allez pas voter. Oui, vous êtes d'accord avec moi. Comment ? C'est un problème quand même. Ben, c'est un problème de devoir être contrôlé et surveillé en permanence dans notre société. Enfin, excusez-moi, si ça ne vous pose pas de problème, ça m'inquiète parce que ça veut dire que les gens s'habituent. Est-ce qu'on peut dire aussi que le virus est un problème ? Mais bien sûr que le virus... D'accord, parce que quelquefois, ça fait 2 ans on a l'impression d'oublier que... Ça fait tellement 2 ans qu'on dit que le virus est un problème. Et que la peur, c'est de submerger l'hôpital, que nous, on dit il faut arrêter de fermer les lits. Le gouvernement continue à fermer des lits, 5900 l'an dernier. Alors oui, nous disons sérieusement que c'est un problème, mais que... on ne le guérira pas par miracle, comme ça. Personne ne pense au miracle. Okay, et qu'on ne le guérira pas non plus en restreignant les libertés, parce que c'est les libertés qu'on balle et le virus, lui, continue. Vous avez largement exprimé votre position. Juste pour boucler le sujet, pour passer à autre chose, j'imagine que quand début janvier va vous être soumis la proposition de passer du pass sanitaire au pass vaccinal, ce sera plutôt une opposition que vous manifesterez à l'Assemblée nationale. Voilà. Au nom de la liberté, de l'état de droit, mais aussi, j'allais dire, d'un certain réalisme sanitaire. On parle de l'élection présidentielle ? Bien sûr. La date ne sera pas modifiée ? Personne ne le demande vraiment ? J'espère qu'elle sera. Ah oui, bien sûr. D'accord. J'espère non plus que... Donc vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, c'est exceptionnel, qui a dit hier en Conseil des ministres, on votera à la date prévue. D'accord, mais je vois des choses et d'autres. J'espère aussi qu'on n'ira pas sur des votes électroniques ou des choses comme ça qui peuvent prêter le flanc à toutes les suspicions. Je ne veux pas vous mettre à la torture, mais puisqu'Emmanuel Macron a dit hier on votera à la date prévue, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron ? Oui, enfin, si vous voulez, d'accord. S'il dit que le ciel est bleu et que le ciel est bleu, je serais d'accord avec Emmanuel Macron. La gauche, 25% ça peut vous faire plaisir. Merci, c'est gentil. La gauche, 25% des intentions de vote, pas plus. Ça vous inquiète ? Bon, écoutez, moi, je regarde les intentions de vote qui sont en train de monter de mon candidat, Jean-Luc Mélenchon. Tous les sondages, même les sondages qui, jusqu'à maintenant, lui étaient très défavorables, bien sûr. On n'a pas dû voir les mêmes. Ah bah mais c'est marrant. Moi, je trouve ça c'est marrant parce que je viens d'en voir un Elab que vous citiez avant. Maintenant, vous ne les citez pas. Il est à 11. Y compris les sondages où on sonde que les gens sont 100% sûrs d'aller voter. Non, regardez, vous n'avez pas actualisé vos fiches. C'est entre 11 et 13%. On est à 3-4 points du deuxième tour. C'est-à-dire à peu près au même niveau où on était en 2016, décembre 2016. Vous sentez le même enthousiasme qu'en 2016 ? Il n'y a pas quelque chose qui ne marche pas ? Du côté de la campagne de Jean-Luc Mélenchon ? Non, là, depuis quelques temps, notamment depuis le meeting de la Défense, je sens au contraire des choses qui sont en train de fonctionner. Moi, j'étais, il y a 2 jours, en train de faire une caravane populaire. Vous savez, on a des caravanes populaires partout dans le pays. Et là, notamment, c'était à Saint-Denis, une des villes de ma circonscription, dans le quartier des Francs-Moisins, qui est un quartier très populaire. Et je peux vous assurer que le problème, c'était... Ça, c'est vrai. Ça reste de convaincre les gens qui nous disent « Ah oui, Mélenchon est différent, je le soutiens », d'aller voter. Parce que si les gens qui ont intérêt à un programme qui se bat pour l'égalité sociale, la bifurcation écologique, la 6e République vont voter, Jean-Luc Mélenchon sera élu. Donc notre problème, il est là. La nouveauté dans le scrutin, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Hein. Le bruit et la fureur, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Plutôt Éric Zemmour. Vous n'êtes pas fait chipper quelque chose dans Banalisez pas Zemmour comme ça. Vous savez très bien que ça n'a aucun rapport. C'est pas mon genre de banaliser Zemmour. Bon, bah alors, mais vous n'êtes pas fait chipper quelque chose sur la scène politique. Banalisez pas un danger pour la République et un candidat de gauche qui se bat pour un problème de rupture avec le capitalisme financiarisé, ça n'a aucun rapport. C'est pas... C'est un rapport, c'est un concurrent avec Zemmour. J'ai même vu Jean-Luc Mélenchon accepter de débattre avec lui. Donc, évidemment, si les C'est journalistes... pas une banalisation de débattre avec Zemmour. Si les journalistes faisaient leur boulot, si quand Zemmour, devant des journalistes... Je vous explique. Quand les journalistes... Alors, je ne parle même pas de ceux qui lui passent les plats à longueur de temps et d'antenne, genre CNews et autres. Mais si les journalistes, quand M. Zemmour... allait sur un plateau, lui disait « Mais attention, les chiffres que vous donnez là sont des chiffres faux », comme des fois vous le faites avec France Insoumise. Peut-être qu'on n'aurait pas besoin de débattre avec lui, mais on a besoin de débattre avec lui parce que justement, malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que les journalistes ne font pas leur travail. C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon... Écoutez, moi, je regarde une chose. Vous faites le travail à la place des journalistes.
Bah oui, il faut le faire, oui. Pour arriver à faire en sorte de décrypter les propos de Zemmour, bien évidemment. Enfin, vous êtes d'accord. En plus, je sais que vous êtes d'accord avec moi. D'accord ? Le fait que sur des plateaux de télévision aujourd'hui, on ait des gens qui nous expliquent que le grand remplacement est une théorie comme une autre, dont on peut discuter, alors que c'est une théorie d'essence totalitaire qui vise à expulser des millions de personnes avec les transformations qui, de ce fait, seraient nécessaires pour appliquer une politique de ce type de délire. Eh bien oui, moi, ça m'inquiète. Donc, on fait notre job et on vient contrecarrer un Zemmour. Et d'ailleurs, je constate que ça fonctionne plutôt, parce que regardez M. Zemmour, dans les sondages, il commence à baisser. Bon, ce qui m'inquiète, c'est que ses idées se propagent. Il est devant Jean-Luc Mélenchon, quand même. De très peu maintenant, de très peu. Et on verra bien à l'arrivée, vous verrez. Ah, ça, on verra à l'arrivée. Il n'y a que les urnes qui départagent les candidats. L'union de la gauche ? Il faut la faire, il ne faut pas la faire. Ça ne vous concerne pas, ça vous est égal ? Ah si, non, l'union nous concerne. L'union du peuple nous concerne. D'ailleurs, vous avez vu qu'on a fait un Parlement de l'Union populaire, qu'on a lancé justement lors du meeting de la Défense avec Aurélie Trouvé, ancienne présidente d'Attaque, qui est devenue présidente de l'Union populaire, avec des syndicalistes, des responsables politiques comme Asdine Taibi, maire communiste d'Eustin, des artistes. Et pour nous, on prend tellement au sérieux la question de l'union qu'on considère d'abord que c'est autour d'un programme. C'est l'avenir en commun, qui est un programme de rupture. C'est là-dessus qu'on essaye au processus de réunification des candidats, faire en sorte qu'il y ait un candidat, ce ne serait pas une bonne idée ? Mais s'il y a les candidats qui sont aujourd'hui derrière nous estiment que le problème principal, c'est de donner le plus de chances d'aller au deuxième tour pour un candidat de gauche, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir un candidat avec Jean-Luc Mélenchon. Si vous parlez de la primaire, je vais vous dire pourquoi. Clairement, c'est de ça que vous voulez me parler, de la primaire populaire. Ouais. Moi, je ne crois absolument pas à quelque chose qui rééditerait ce qui a été la primaire entre guillemets, de gauche, c'était le Parti socialiste un peu élargi, de 2016, où aussitôt que Benoît Hamon a été élu, eh bien, M. Valls et M. De Rugy, sont partis tout de suite chez Macron, les autres se sont mis sur le côté de la route, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient ni le même programme, ni le même projet. Eh bien, c'est exactement la même chose. Comment croire 2 secondes qu'aujourd'hui, si Jean-Luc Mélenchon remportait une primaire, ceux qui aujourd'hui lui dénient le fait d'être dans le camp de la République, je pense à Mme Delga par exemple, dira mais il n'y a pas de problème, on soutient Jean-Luc Mélenchon. On voit bien que ce ne serait pas le cas. Donc nous, on est à 3 mois maintenant du premier tour. On a un programme, l'avenir en commun, soit pour, soit contre, mais au moins on peut en débattre. On peut débattre la réduction du temps de travail, de la répartition des richesses, 6e République, planification écologique. Bon, ce qui n'est pas tout à fait le cas de nos autres candidats, qu'on nous laisse, j'allais dire, continuer à penser qu'un programme de rupture peut demain être majoritaire. Je crois que c'est ça la meilleure manière de faire l'unité. Ce serait une bonne chose ou pas que Christiane Taubira soit candidate, d'après vous ? Bah écoutez, j'ai vu qu'elle ne serait candidate que si elle n'est pas une candidate de plus. Manifestement, elle sera une candidate de plus, vu les déclarations des uns et des autres. Et puis, je ne vais pas contourner le problème. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Mme Taubira. Je pense que Christiane Taubira s'est laissée convaincre qu'elle était la seule solution. Et donc, elle est venue sans programme, sans projet. On le voit dans ses déclarations à 3 mois d'une élection. On voit bien que ce n'est pas comme ça que vous pouvez réunir des gens autour de vous. Donc moi, je m'adresse à elle. Je pense très sincèrement que si, pour elle, un candidat humaniste, un candidat pour le partage des temps de travail, pour la 6e République veut être au 2e tour, je pense qu'elle ferait bien de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Enfin, c'est l'appel que je lui fais aujourd'hui. Un président de gauche au printemps prochain, c'est pas le plus probable. On est d'accord là-dessus ? Non, mais il y a une chance. Comme ce n'était pas le plus probable que M. Boric soit élu président du Chili, comme il l'a été le week-end dernier contre l'extrême droite. Un trou de souris, disait Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais il s'élargit. C'est vrai, alors c'est un trou de quoi alors ? On va dire un trou de chat, voilà, ça s'élargit. s'élargit. On écoute ensemble la météo d'Ange Noiret. Merci Éric Coquerel d'avoir accepté l'invitation d'LCI.